Le sujet du jour, c'est le nommage des méthodes essentiellement et des classes en Swift 3. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a un gars très intelligent qui s'appelle Martin Fowler, qui est un des fondateurs du Scrum, qui a dit qu'il y a seulement deux choses de difficiles dans l'informatique. La première et la deuxième, donc l'invalidation du cache et nommer les choses correctement. Il y a un autre mec qui a dit il y a deux choses, il y a seulement deux choses difficiles en informatique. Il y a la gestion des time zones et nommer les choses correctement. Donc ce que je vous propose, c'est une présentation en deux parties. Premièrement, une vision, on va dire, théorique, les règles telles qu'écrites sur Swift.org, donc les règles de la communauté. Et puis après, on va faire un petit tour dans notre code pour voir comment les choses auraient pu être nommées au regard des règles officielles. Donc c'est des règles qui sont apparues avec Swift 3, qui sont assez différentes de ce qu'on fait en Objective-C. Donc il ne faut pas essayer de réfléchir, en Objective-C, j'aurais écrit le truc peut-être comme ça. Oui, on a forcément écrit les choses différemment. Donc on est, on est vraiment sur un changement de règles qui s'applique seulement à Swift 3. Première chose qu'on va essayer de faire quand on nomme les choses, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc l'exemple qui est donné dans la doc, c'est celui-là. Si on a une API qui remove un truc, remove X, on ne sait pas ce que ça fait. Potentiellement, quand on lit ça, on se dit ça va retirer X des employees. Mais cette méthode, elle pourrait être définie si on ne met pas le at ici, comme étant juste l'index. Et donc le fait de ne pas mettre le at fait qu'on ne sait pas si on retire un objet X ou si on retire à l'index X. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit... Il est plus important que ce soit compréhensible au moment où on utilise la fonction, ou la méthode, ou l'objet, ou la classe, que là où on l'écrit. Il faut que ce soit compréhensible quand on est dans le code où on écrit, mais le code qu'il va utiliser doit être encore plus compréhensible. La priorité est là. Donc il faut mettre suffisamment de choses pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Évidemment, il faut virer tout ce qui ne sert à rien. Donc on va mettre suffisamment, mais pas trop. Chaque mot qu'on va trouver dans une déclaration d'API doit apporter une information. Si ça n'apporte pas d'information, que l'information est redondante, ça ne doit pas exister. Donc l'exemple officiel de la doc, c'est là une méthode qui s'appelle removeElement. Le element est répété ici et ici. Elle devra s'appeler, cette méthode, remove, tout court, et au moment où on l'appelle, au lieu de répéter removeElement, sachant que cancelButton est un élément, c'est remove cancelButton qui, lui, est un élément. Il faut, alors ça c'est vrai dans tous les langages, mais il faut nommer les variables, les paramètres, les méthodes, tout ça en fonction du rôle qu'ils ont plutôt que leur type. Donc, par exemple, le fait d'appeler une variable string qui a hello, ça ne nous dit pas quel rôle ça a. Ça nous dit que c'est une string, mais en fait on le sait déjà par le contexte parce que on assigne une string dans cette variable. On sait déjà que c'est une string, le compilateur le sait, donc il n'y a pas besoin de préciser. Le fait que ça soit greeting égale hello, ça veut dire qu'on comprend quel rôle a cette string. Le restock from widget factory, le widget factory répète, dans le nom du paramètre, répète le type du paramètre. Ça dit pas, ça a moins de sens que le rôle qu'il a que de préciser son rôle, qui est que le widget factory vient rajouter des éléments dans le stock, donc il y a un supplier. On a toujours les
les deux noms du paramètre. Hein. Ici, on n'est pas obligé d'avoir un nom de paramètre qui a le type. Un exemple sur les associated types, c'est cette view. Au lieu de dire c'est un view type, donc c'est un associated type un peu générique, c'est le type de vue qui aura le contenu. Donc on essaye de rajouter du sens par rapport au rôle plutôt que par rapport au type. Parce que Swift étant fortement typé, on n'a pas besoin de préciser le type d'une manière générale. Si votre code compile, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le type. Donc, quand on fait un view controller, on aurait tendance à faire un UI button qui s'appelle validate et pas validate button. Bah oui et non, parce que validate c'est aussi un verbe. Donc tu peux. Il faut le désambiguiser avec button, je pense. Moi je l'écrirais toujours validate button pour désambiguiser. Ouais. Je suis plutôt d'accord aussi. Puis souvent ça va être la méthode de l'action qui s'appelle validate. En fait, il faut que ce soit lié au rôle. Le bouton, alors c'est un type, c'est UI button, mais ça pourrait être un UI un Kevin flat button par exemple, ou un je sais pas quoi button. La règle, elle dit ma variable, je ne vais pas l'appeler validate Kevin button. Je vais validate button. Dans la notion de button, il y a quand même un rôle lié à l'UI. Il y a un rôle presque métier, mais en fait, ça ajoute du sens et surtout, comme l'a dit Félix justement, ça désambiguise par rapport à une méthode qui s'appellerait validate. Tu auras peut-être un validation text et si tout s'appelle validate, checkbox, machin, tu t'y retrouves plus quoi. En fait, ça pourrait être un sous-type de UI button, je sais pas moi, red UI button, Ouais. mais qu'on n'appellerait pas red button, qu'on appellerait validate button. C'est ça le rôle de button, même si et dans un certain sens, on peut avoir des buttons qui n'arrivent pas de UI button, qui peuvent hériter de UI control. Donc, mais ça s'appellerait toujours button, pas pour le type, pour le rôle que ça. Donc la règle précédente, elle se module quand on passe en paramètres des types qui n'ont pas beaucoup d'informations, donc des types un peu génériques, qui sont les NSObject, les NI, les strings. Les strings, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Enfin, c'est une string, mais on ne sait pas si c'est une string qui doit être pour l'humain, si c'est une string qui doit être pour la machine. Un int, ça peut représenter un index, ça peut représenter un âge, ça peut représenter des milliers de trucs. Donc, dans ce cas-là, on peut répéter le type dans la signature de la méthode. Donc, l'exemple qui est donné, c'est sur addObserver for KeyPass. Le KeyPass, c'est hérité d'Objective-C, c'est une string. Si aujourd'hui on le faisait en Swift, ça serait un type KeyPass. Ce sera certainement un struct, je ne sais pas quoi. Si on ne met pas le for KeyPass, on ne sait pas à quoi sert le graphics, à quoi ça fait référence. Deuxième chose, l'observer il est de type NSObject, et si on ne répète pas le fait que ce soit un observer, parce qu'un NSObject ne nous dit rien sur ce que c'est, on perd le sens. Donc ça, grid add self for graphics, ça a une certaine compréhension qui est inférieure à celle-là. Et pour autant, ici, on considère qu'on ne répète rien par rapport à la règle précédente, parce que self étant un NSObject, on ne sait pas que c'est un observer. Dans ce cas-là, que je sois clair, l'objet n'implémente pas un protocole de type observer. C'est vraiment any object, quoi. Et pourquoi on n'aurait pas gardé la fonction appelée add
et remplacer le underscore, et forcer le premier paramètre à être observer. Tu peux faire ça aussi. Ouais. Tu peux faire ça aussi. C'est plus, je pense, c'est même mieux. Parce que, enfin, de ce que je me rappelle de ce qu'il disait, c'était comme ça. Plus joli. Après, ça, c'est des trucs qui arrivent de Cocoa Touch, UIKit et compagnie, là. Non, pas UIKit, Cocoa Touch. C'est pas des API qui ont été designés pour Swift. Je crois avoir vu les deux, de toute façon. Donc, rôle 1, objectif numéro 1, pas avoir d'ambiguïté, en mettre suffisamment mais pas trop. Penser à quel est le rôle de ma variable, de ma méthode, etc. Dans le contexte dans lequel je vais l'utiliser, et donc nommer en fonction du contexte dans lequel je vais l'utiliser. Et pour les types, quand je passe des types qui n'ont pas de sémantique très forte, penser à est-ce qu'il y a une ambiguïté qui est créée du fait d'utiliser un int plutôt qu'un type plus construit. Une fois qu'on a défini les règles de nommage, on va s'intéresser à comment ça se passe quand on les utilise. Et ce qu'on va essayer de faire quand on écrit le nom de la méthode, c'est de se mettre à la place du développeur qui va utiliser cette méthode. Ça va être vous dans 5 minutes, ça va être vous dans 6 mois, ou ça peut être votre petit camarade. Et la règle dans Swift, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que le code se lise, comme une phrase en anglais. Donc, il y a un certain nombre d'exemples. Le premier, x insert y position z, ça se lit moins bien que x insert y add z. Parce que en anglais, on dirait insert y at z. Ce code compile, ce code n'a pas d'ambiguïté. Là, on est dans un deuxième niveau de raffinement. On est en train de dire comment je vais limiter réduire l'impact cognitif de mon code, la difficulté à appréhender le code pour le mec qui va le lire, quoi. Et quand on a arbitré là-dedans, comment je rends le code facile à lire. Deuxième, having color y, c'est plus clair que x views color de point y. Là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là, on sent que ça va nous filtrer les views qui ont une couleur de type y. Les initialiseurs, donc les constructeurs, et les méthodes de factory échappent à la règle précédemment citée. Et c'est les règles, hein, c'est comme la grammaire, il y a les règles et les exceptions. Donc on va utiliser une color RGB plutôt que color having RGB value red green. Ça par exemple c'est une règle qui est très différente de l'Objective-C. Objective-C, on a un constructeur de UI color with red, green, blue. Donc on cherchait en Objective-C à appliquer cette règle-là. Mais pour les constructeurs, en Swift, la communauté a décidé de dire non, on va pour les constructeurs, on va avoir une écriture plus légère, plus concise. Voilà. Les factories, alors il y a une sous-règle qui dit qu'elles doivent s'appeler mec, qu'elles doivent commencer par mec. Et pareil, les factories et les constructeurs, les noms des paramètres ne doivent pas former une phrase. Alors, une des règles les plus importantes, c'est de nommer les fonctions, les méthodes, de manière différente s'ils ont des side effects ou pas. Side effects, c'est-à-dire est-ce que je mutate, est-ce que je modifie un état, qui est l'état de mon objet, l'état du système, une variable globale, un singleton, ou une variable locale, enfin une variable de l'instance, quoi. Donc s'il n'y a pas d'effet de bord, on met un nom, un mot, un nom, non,
un nom. Faut penser, c'est comme un getter, sauf qu'un getter qui prendra un paramètre. Donc x.distance to y, c'est la distance de x à y. Si jamais ça a des effets de bord, il faut que c'est un verbe impératif. Impératif, c'est-à-dire un verbe d'action. ER, quoi. Print, imprimer. Fais ça, fais ci. Donc, enfin, ER, c'est le premier groupe. Sur les structs, on a toujours la question de est-ce que ma méthode vient modifier ma struct ou pas. Et il faut respecter une convention de nommage pour les équivalents mutateurs et non mutateurs. Donc le sort, il va y avoir un sort impératif, tri, x, trie-toi quoi. Et x.sorted, c'est retournement une version triée de x. Donc en général, ça se termine par ed ou ing. Et c'est quoi la différence entre ed et ing? Ça dépend du verbe. Ça dépend si tu remets des paramètres, non? Non, ça dépend du verbe. Il y a des verbes où... j'ai pas d'exemple sous la main, mais je pense qu'on en verra tout à l'heure. Je sais pas. Il n'y a rien qui est bien C'est la à même l'idée. chose en fait. Enfin, Ouais. ça sera dans le même cas. Donc, on se retrouve avec ces règles-là. Donc, être clair dans ce qu'on fait et avoir du code qui se lit. Être clair étant dit, pas avoir d'ambiguïté, mais pas avoir pas trop verbose. On est beaucoup moins verbose en Swift qu'en Objective-C. Juste une petite question sur les getters. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils s'appellent get quelque chose? Non. Non, il ne faut pas les appeler get quelque chose. Non, les getters sont des computed properties, qui sont des noms. Sauf s'il y a besoin de paramètres, dans quel cas c'est des fonctions. Et du coup, corollaire, Par exemple, booléen, est-ce que tu mets is du truc? Oui. Ah oui. Les booléens, alors il y a tout un tas de sous-règles. Ouais, les booléens doivent se lire comme des assertions. View, c'est dans votre tête quand vous lisez le code, le test if, c'est pas if view.hidden, c'est if view is hidden. Assert view is hidden. Quoi. Oui. Pas mieux faire is visible justement parce qu'on dit toujours que faut pas faire dans le négatif mais plutôt dans le positif. Ouais. Oui, mais sauf que l'API elle s'appelle hidden dans UIKit. T'as raison Olivier, mais ça c'est un problème depuis longtemps. Et iOS. je dirais la plupart du temps c'est quand même positif. Is enabled. Oui. Oui, peut-être. Bon, on y va. On va regarder ce qu'on a écrit. Ah, c'est marqué dessus, tout ça vient. Hein, c'est comme le port-salut. Bon, donc on est, pour mettre un peu de contexte, on est dans une méthode de classe d'un view controller. Qu'est-ce qui va pas là-dedans? Sur le nommage de la méthode. With policies and document. Ça devrait passer Alors. par le contrôleur déjà. Ah oui, mais c'est make controller parce que c'est une factory, ça, non? Donc c'est une factory, donc elle va commencer par make. Ça retourne un type. Ça retourne un type de type contrôleur. Donc si on met make controller et qui retourne un type de contrôleur, on redonde la notion de contrôleur. Donc elle pourra s'appeler make. Parce que quand on va l'utiliser, ça va être list policy to accept view controller point make. Et là on comprend qu'on est en train de faire un view controller. Enfin de factoriser, maker quoi.
Ensuite, le premier paramètre, là, il n'a pas de nom. C'est-à-dire, quand on va l'appeler, premier paramètre du mec, on va passer un tableau sans dire que c'est les policies. Donc, on ne sait pas qu'on est en train d'initialiser les policies. Les paramètres d'une factory ou d'un constructeur, c'est j'initialise l'objet dans un état. Donc, on est en train de déclarer cet état. On veut être déclaratif. Donc, cette fonction devrait s'appeler make, avoir un premier paramètre policies, on ne change pas, et document, on ne change pas. Ça a été simple celui-là. Alors, si on regarde que les noms des méthodes. Enfin, On peut enlever le flash void peut-être, non? Pour simplifier. oui, il faudra la retirer quand le void est... pour les fonctions, le void n'est pas requis. D'ailleurs, je pense que s'il y avait SwiftLint, ça ferait assez mal dans le code que je projette depuis tout à l'heure. Donc là, la question, enfin le point, il est sur la cohérence entre le nom de la méthode pour démarrer et pour arrêter l'animation. Si je me mets à la place du développeur, admettons qu'on voit quelque part le développeur qui va utiliser ça, admettons qu'on voit quelque part un stop animation, je vais me poser la question de il est fait où le start? Donc je vais chercher start animation. Et là, c'est un launch. Donc, de manière à éviter une ambiguïté, il vaut mieux être cohérent entre start et stop. Begin, end. C'est pas start et end. C'est start et stop. Et le completion aussi, Lui, qu'est-ce qu'il a le completion? Il faudra en mettre un dans start animation, non? Pas forcément. De toute façon, il est... alors, ensuite, le completion, ici, lui, devrait être optionnel. Comme ça, tu peux faire un stop animation sans passer de complétion. Mais sur le... Ouais, je sais pas. Peut-être. Est-ce qu'il change rien au nom, hein, en réalité? Alors, celui-là. Alors, computed property, le premier. Donc le premier est une fonction qui utilise un mot qui peut être interprété comme donner un nom, nommer quoi, nommer. Là, ça devrait être clairement une computed property. Var name return string. Quand c'est une computed property, il n'y a pas d'effet de bord. C'est pas une action, enfin, c'est pas impératif. C'est retourne-moi le nom. Sur l'aspect verbeux, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est names qui serait le verbe et name qui serait la property? Non. Non, tu vois jamais de S. Enfin, c'est impératif quoi. Name, stop. C'est pas jamais tu vas dire stops. Existe, c'est un état. Ah, sur l'état, ça change. Tu l'accordes? Existe, c'est un booléen. Donc il devrait s'appeler is existing. Je suis pas trop sûr pour celui-là, mais. Ouais, je parle de fond, j'avais en tête Python aussi. Deuxième fonction. Alors, donc on a coordinate, coordinate, coordinate. Il faut mettre juste tout, de tout coordinate. Can root to, c'est location coordinate 2D. Oui. Non, tout coordinate. Non, mais premier paramètre tout, deuxième coordinate. Ça, c'est le même paramètre. Je pense que le nom interne devrait rester coordinate. Ah, pour l'utiliser derrière. C'est pas idiot, pour l'utiliser en interne. Je veux pas utiliser tout dans ma méthode. De toute façon, t'es obligé de mettre de nom. Enfin, sauf si tu mets tout à gauche. Non, t'es pas obligé. Enfin, en tout cas, ce qui est important, c'est
l'usage au moment où tu l'appelles. Donc c'est le premier paramètre. Tu peux faire ça. Moi, une méthode underscore. Tu voulais enlever celui de droite, non? Moi je l'aurais appelé canRoute to Ah, cell location coordinate 2D. Ouais, mais c'est pas Sans mal coordonnées. d'avoir- Sans coordinate. Ah bah non. tu peux pas. Parce que dans, la... Mais si tu dans peux. le corps de la méthode, si tu as besoin de la coordinate, tu veux pas l'appeler tout. Ouais, voilà. Bah, sauf que l'inférence de type fait que tu sais que c'est une coordinate. Avoir une variable c'est qui pas- reflète le type non. ne donne pas son rôle. Son rôle, c'est le tout. Et s'il y a un mot à mettre, c'est to destination. Ok. Un nom de variable ne reflète pas le type. Ouais, d'accord. Ok, ça d'accord. Donc ça pourrait être to destination. Si je voyais juste le tout, ça ne me choquerait pas. Mais si on veut être clair comme voilà, trouver un compromis, machin, faire plaisir à tout le monde, c'est to destination, pas coordinate. Coordinate n'est pas une destination, coordinate ne représente pas le rôle qu'on veut lui donner. Ouais, ou to location à la limite. Oui, mais vu que... Non, parce que location, c'est aussi un type en... Ah oui, pardon. Donc, on évitera les ambiguïtés. Le nom de la classe. La classe qui a object dans le nom de la classe ne rajoute aucune information sur ce que c'est. On se doute bien que toutes les instances d'une classe sont des objets. Bah, dans le doute. Disons que Oui, mais règle numéro 2, je rajoute rien je mets pas des trucs qui rapportent pas du sens. Donc, pour reprendre celui-là, il s'appellerait external routing, var name qui retourne une string, canRoute to destination et route to destination. tu peux faire. Ça, c'est proche du parfait, ça. Pourquoi je l'ai noté celle-là? Je suis pas sûr, mais c'était un bon exemple. Non, mais catégorie, il est en trou, non? Catégorie ID. Le self. Ah oui, par exemple. Oui. Si jamais on appelle cette méthode, on va passer catégorise Ça dit pas ce que ça fait. d'un certain chose et un certain chose qui est un tableau d'int, on ne sait pas ce que ça représente. On ne sait pas si c'est les ID des catégories. Donc il manque cette information-là. Ça, c'est un exemple du slide, la règle sur quand j'ai un type qui apporte peu d'informations, comme un int, il faut que je fasse attention à ce qu'au niveau du call site, donc la personne qui va appeler la méthode, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur comment on va interpréter cette int. Donc il manque probablement catégorise with ID, with identifiers, un truc qui dit qu'on va lire des ID. Après, pendant que j'y suis sur cette méthode, les NSFetch requests sont paramétrés. Donc si on met un pôle.catégorie ici, on n'a pas à faire le cast. Ensuite, le if, let, mock, etc., ça devrait être inversé, ça devrait être un guard. J'ai un mock, si j'en ai pas, je retourne ici. Et puis le fatal error, ça je laisse à la discrétion. Alors, Qu'on a envie de faire. Pour cette parenthèse là du iflet et du guard, la règle serait de préférer d'utiliser les guards. Les guards servent aux préconditions. les gardes. Le guard. Des promises. Guard ou garde? Garde de ligne. Non. Non. Bodyguard. Bon, les gardes. Les gardes. Et les gardes, oui, pour si on a des conditions de sortie rapides dans les fonctions parce qu'on n'a pas toutes les préconditions, oui, c'est des gardes. Puis ça évite d'inventer tout un pan de code. Inventer tout le code. Celui-là, celui-là il est simple. Bon, admettons qu'il y ait un sens métier à des catégories de premier choix. Admettons que ça, les catégories de premier choix, c'est un sens métier. Top level. Non, bon, ça c'est le premier élément, qu'est-ce que c'est qu'une catégorie de premier choix, mais bon. Si jamais catégorie de premier choix c'est quelque chose qui parlait pour le métier, ça devrait être une computed properties, effectivement. En fait, dès qu'il n'y a pas d'argument, il faut.
Dès qu'il n'y a pas d'argument et que ça n'a pas d'effet de bord, c'est très certainement une completed property. Et alors, est-ce que ça Vas-y. devrait être first choice categories en étant une property ou categories being first choice true en fonction? Ça dépend si tu as. Ta fonction, elle devrait s'appeler filtered categories déjà, parce que tu as une action, faut qu'il y ait une notion de verbe quand tu as une fonction. Ce qui n'était pas le cas dans celle d'avant. Oui, là, cette fonction, elle gagnera à s'appeler select categories ou fetch categories. Ou select et categories. Voilà. Elle pourra s'appeler fetch juste le nom de la méthode pourra être fetch, le nom du paramètre categories, le nom interne de ce paramètre-là pourra être identifiers. Ouais, mais Non, parce que tu fetch perds. categories, tu saurais pas ce que tu es en train de donner, si c'est les ID Oui, alors effectivement, donc fetch categories identifier. Ouais. Non, c'est pas facile. Mais c'est justement, c'est une première étape vers la désambiguation. Désambiguisation et après tu as l'optimisation de la lecture du code. Problème bien énoncé est un problème immatériel. Le visionnement. Quand c'est clair. Ah, Tu voulais demander un truc Oui, mais du coup, T'as j'ai oublié. Le poisson rouge. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur les nutrition data? Clean document, objects. Bon, objects not in, c'est un peu pourri. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le clean document, déjà on peut pas, parce qu'on sait pas, enfin c'est pas le document qu'on va cleaner, non? Ouais, c'est Ouais. plutôt delete nutrition data qu'on voudrait faire, c'est ça? Ça devrait être clean IDs not in with document ou using document. Ouais, ça peut être inversé, je sais pas. Bon, ça après, oui. Ça va sûrement être une méthode du document. Mais... Ouais. Donc le problème est là. Moi, je fais comme Arnaud. Et voilà, c'est pour ça. Ouais, tu fais quoi? Bah apparemment c'est moi qui ai fait ça. Et vu qu'on n'a pas besoin du document nulle part, à mon avis, ce serait déjà au pire, ça serait un manage object context qu'on passerait. Ça m'amène à une question. On peut mettre data. Le object not in, il ne veut pas dire grand chose. C'est notre nutrition data, le clean. Donc ça serait probablement un excluding quelque chose. Bon, voilà, c'est un exemple où à la lecture de la méthode, on ne sait pas forcément trop ce que ça fait, sur quoi, sur qui. Si on agit sur le document, parce que je pense que c'est le cas, vaut mieux que ce soit une méthode du document. Avec un verbe impératif, clean, nettoie, c'est impératif, c'est bien. Et clean quoi? Clean, tu passerais en paramètre nutrition data, je sais pas trop, mais bon, ça serait cette idée-là, quoi. Et en fait, on n'a pas la notion de manager comme en Django. Je pense que c'est un besoin qu'on doit avoir tous là en Swift. Manager, là c'est un peu le cas. T'as besoin de faire un truc, genre tu veux digiter tous les objets avec les ID X ou Y. T'es un manager de modèle quoi. Un document peut le faire. Pourquoi le document le ferait pas? Justement, c'est ma question. Qu'est-ce que vous recommanderiez comme pratique pour ces helper méthodes qu'on a tendance à vouloir ajouter dans le code? Moi, je suis pas contre que ce soit dans le fichier nutritiondata.swift. Et ça peut être une extension du document. Voilà, maintenant je le ferai comme ça. En extension de document. Il y a un intérêt que ce soit localisé avec le modèle et tout, hein, ça je comprends. C'est le remplacement de l'array controller. Le array controller, ça serait peut-être même pas permis de faire ça. Parce que là, clean, il agit vraiment, il fetch pas seulement. Oui, non, mais même quand tu veux fetcher des objets, tu veux une helper méthode, tu vois.
Non, le code commenté, je l'ai laissé comme il était. On reviendra dessus après, mais parce qu'il était commenté là, mais on l'a retrouvé un peu plus tard dans le projet. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce qui n'est pas commenté? Enfin, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer avec ce qui n'est pas commenté? Moi, je préfixe tout d'un cas, alors je suis pas du tout pour les statiques, mais je suis pas Ça si. commence par une majuscule, je crois. Non, mais login manager, on s'en fout, on est dedans. Voilà. Ah ouf. Donc là, on répète le login manager. Sur la partie, comment dire, déclaration, après la valeur de la constante. On met ce qu'on veut. Mais on s'amuse pas à préfixer on voit souvent le cas pour dire statique, cas comme statique. Et la lettre K. La lettre K. Ah non, ça c'est. K, c'est pas quand c'est statique, c'est quand c'est des. Attends, statique. Enfin, quand c'est statique au terme dans la définition C de statique. C'est une constante égale enfin une constante dont le scope est le fichier. Mais qui n'est pas du tout la définition du statique ici. C'était une contrainte technique. C'est une règle de héritée de je ne sais où, mais qui ne s'applique pas en Swift. Donc ici, on est déjà scopé implicitement parce que ces variables, ces constantes, ces lettres, sont définies dans Login Manager. Donc quand on va vouloir l'appeler, ça sera Login Manager point ce qu'il y a. Donc là, si on l'utilise, Login Manager point Login Manager did update, on fait du Login Manager un peu trop. Et ça devrait certainement être... Il y a un truc pour les énums avec ça. Register protocol. Donc les protocoles, dans le nom du protocole, il n'y a pas besoin de rappeler que c'est un protocole. On va définir un protocole, il y a deux règles de nommage pour les protocoles. Il y a soit pour dire que c'est quelque chose, genre c'est une voiture, un protocole car, quoi, qui a une porte, un volant, enfin une porte, des portes, un volant et un moteur et 4 roues. Protocole car qui définit ça. Ou soit c'est un protocole qui définit une capacité. Et en général, le nom du protocole se termine en ABLE. Donc est-ce que c'est Registerable? Le protocole en lui-même, il n'implémente rien. Donc on va forcément adosser à ce protocole, quelque part, avoir un struct, par exemple struct profile, qui va implémenter le protocole Registerable. Donc là, ce sera plus protocole registration. Plutôt. Bah, soit ce protocole il sert à définir une capacité, soit il sert à définir une chose. Bah là, il sert à définir les infos de registration. Mais oui, non mais je vois. Mais en tant que soi, le protocole ne fait rien, n'a pas d'existence. Tu ne peux pas avoir instancié ce protocole-là. Tu vas forcément tu vas instancier un objet qui va se conformer à ce protocole et donc qui va hériter de ses capacités. Je pense que dans ce cas-là, il faudra que ça s'appelle Registerable. Et l'implémentation s'appellerait quelque chose registration. Ouais, et tu auras un struct registration qui implémente Registerable et qui va forcer à avoir tous ces gens. Ah, mais non. Enfin, je pense pas, parce que registerable, ça voudrait dire que le truc qui implémente ça est enregistrable. Non, c'est l'instance du truc qui implémente ça qui est enregistrable. Ah, d'accord. Let Olivia égale machin de registration qui implémente Registerable. Olivia devient Registerable. Ok. C'est comme ça qu'il faut le lire. Parce qu'elle commence à s'endormir. Alors là, on a lui. On a un struct qui s'appelle protocole. Alors on a trouvé le papa. On a trouvé le papa. Ça sent copier-coller. Ça sent Félix aussi, c'est bizarre. Et copier-coller. Ah, c'est un struct ou c'est un protocole? Voilà, bon, ça c'est le problème. Donc je suis pas contre les copier-coller, mais normalement c'est copier, coller, remplacer.
Et ça compilait, non, ça compile sans que ça marche. C'est bon, allez, ticket suivant. Clic, c'est bon, ça marche. Hop, c'est bon. Commit. Pourtant, le reste était bien. Presque. Non, mais t'es pas... il manque juste un garde ici, là, et puis ça aurait été top moumoute. Ça aurait pu être cité en exemple. Et là, on a vu, c'est donc add tout court. Donc là, Add observer. c'est le contre-pied de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, de observer sur l'équipasse. Alors, je resitue ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des objets qui pouvaient s'enregistrer comme observeurs, mais qui n'étaient pas typés. Donc on a dit, il faut absolument rajouter le fait que ce soit des observeurs. Et là, il est typé. Donc, on n'a pas besoin de dire que c'est observeur. Donc, à la limite, le add, l'observeur ici, il ne sert à rien. Pareil pour là. S'il y a eu un any par contre derrière, on aurait mis. Bah, si c'était anyObject ou NSObject, add observer. Ouais. Non, en fait, si tu enlèves l'observeur du nom, enfin juste derrière le add, quand tu vas lire, ça va faire add de ton objet. Non, parce que j'aurais quand même mis l'observeur en paramètre. Pour que se forme une phrase, comme enfin, je pense que ce que tu voulais dire, c'est que ça fait pas une phrase, quoi. Ouais, voilà. Enfin, ça fait add, Add truc. mon truc, mais ça fait pas add observer mon truc, quoi. Ah, celui-là, il est facile. Dans ce cas, qu'est-ce que tu veux dire? Competitive properties au premier, Oui. deuxième aussi, Oui. troisième aussi. Oui. Avec une petite garde aussi pour le troisième. Je ne sais pas qui... Non, il peut y avoir un garde. Non, ça aura un garde qui check... Ah non, parce qu'il y a du code appending. Ouais, je sais pas trop ce que ça fait. Enfin bon. C'est quoi que t'as sur Ah, alors celui-là, il est beau, celui-là. La redondance de texte. Form text field table view cell. C'est un protocole. Ah, c'est parce que c'est. Ok, je vois. Ouais, tu vois d'où ça vient. Et ça, je sais ce qu'il faut faire pour corriger. Maintenant, j'ai vu. Did change string, ça devrait être le nom de la méthode. Alors déjà, ça devrait pas s'appeler didChangeString, ça devrait s'appeler didChangeText ou didChangeValue. Alors, parce que j'ai repris le UITableViewCellDelegate. Et ça s'appelle comme Mais il n'y a pas de UITableViewCellDelegate, ça n'existe pas le UITableViewCellDelegate. C'est vrai. Textfield, ah ça y est, UITextfield Delegate. Oui, ok, mais bon. J'ai failli bullshiter les mots. Donc il y a un didChangeString dans le UITextfield Delegate. Ouais, et ben je le trouve pas terrible. Ah, bah, moi je le dirais. Tu le diras, Steve. Steve, au début il a dit que c'était pas bien. Non, didChangeText, didChangeValue, pourquoi pas. Nom du paramètre qui a le nom du type, ça on va essayer d'éviter. Donc didChangeText, text, machin. Là, on a visiblement une redondance entre tout ce bazar et tout ce bazar. Qui a fait ça? La façon dont je l'imagine, c'est que ça s'appelle cell ou form cell, je sais pas, je dirais form cell underscore cell de machin, didChange text to new value, enfin je sais pas, un truc comme ça, string. C'est-à-dire que ça, on n'a pas besoin de répéter tout le type. Parce que, alors autant en Objective-C on l'aurait fait, en Swift, le type du premier paramètre compte dans le polymorphisme. C'est-à-dire qu'une méthode qui a le même nom, mais qui a deux paramètres de type des paramètres de type différents, c'est deux méthodes différentes. Ce qui n'est pas le cas en Objective-C, ce n'est pas le cas en Python, ce qui est le cas en Swift. Donc elle pourra s'appeler bêtement cell et pas se soucier de combien il y en a de méthodes qui s'appellent cell. Voilà. Ça pourrait être cell ou form cell. La notion de form cell, ici, je pense que c'est le rôle qu'on veut lui donner, c'est une cellule d'un formulaire. Enfin, c'est important dans la compréhension. Donc je dirais form cell
À ce moment-là, faut Blablabla. Hein? faut le mettre aussi dans la place de celle qu'on voit. Non, parce que ça, c'est un usage interne. Usage interne. Ouais, mais c'est comme dans les délégués de TableView. Il y a TableView qui réapparaît aussi dans. Il n'y a pas d'underscore? Bah, si, mais ça sera TableView après. Et pas. Mais tu View. viens pas ta vue quand tu l'appelles. Non, c'est juste un usage interne, du coup. Il y a Il y a un underscore en premier C'est paramètre. oui, ça fait underscore TableView. Mais bon, Pas View. Tu vois. Donc là, ça devrait faire forme. Oui, ok. Ça pourrait, ça me choquerait pas. Ou celle et celle. Probablement un truc comme ça. Mais le point à retenir sur les délégués, c'est autant cette notation, on l'écrirait cette verbosité, on l'aurait en Objective-C, on l'accepterait. En Swift, faut virer tout ça. Sinon, c'était proche de la perfection. Sinon, c'était également proche de la perfection, enfin, de loin. Attends, il y a une deuxième question parce que là on a regardé la première ligne, mais la deuxième c'est textfield did begin. Il y a textfield en plus du did quelque chose quoi. ça vous demandez à monsieur ce qu'il a voulu faire. Bah, c'est le duplicat de UIText. En fait, c'est un proxy au UITextField Delegate. Donc j'ai repris le même nommage de. Oui, mais sauf qu'on est plus sur un text field. Moi, ça s'appelle did begin editing, quoi. Ah non, le texte, je ne sais pas. Proxy les délégations. Ah, là, ça devrait être form cell did begin editing. Si on suit le truc de TextField. Ouais, mais sauf que tu veux passer en paramètre le text field, mais on s'en fout parce qu'à mon avis, le paramètre, il n'a pas besoin d'être passé parce que le text field, il doit être accessible à partir du form. Du form cell. Form cell.textfield. Peut-être pas, il peut être privé. Je sais pas, c'est toi qui écris le code, c'est pas moi. Ah, je sais plus, moi, ça fait plus d'une semaine. Ça fait plus de 2 heures. Ouais, parce que si moi j'implémente la méthode de délégation et le text field, je sais pas le rattacher au form cell. L'intérêt de passer un pointeur ici, c'est par exemple de pouvoir interroger le form cell et dire est-ce que c'est le text field du title ou du subtitle, enfin je sais pas, c'est de savoir où il est positionné dans le form cell. Si je suis pas capable de l'interroger, je vais dire mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse du bordel quoi. Non, je suis pas gentil moi. Je suis bête et méchant quand j'essaye de comprendre. Ok, j'ai compris. Enfin bon, tout ce qui est ambigu, il faut se reposer la question de pourquoi c'est ambigu et qu'est-ce que je fais pour le désambiguer. Et après, qu'est-ce que je fais pour pas avoir un truc comme ça, parce que okay, c'est pas ambigu, mais c'est comme ça. Ok.